Ma femme a plaisanté au brunch, je donne à ce mariage 6 mois de plus, grand maximum. Toutes ses amies ont ri. J'ai souri et j'ai dit, tu es généreuse. Je lui donne 6 minutes. Puis je me suis levé, j'ai laissé mon alliance sur la table et je suis sorti. Son appel paniqué est arrivé 8 minutes plus tard. Ce n'était pas de l'amour. C'était une performance. Et j'ai enfin arrêté d'applaudir. C'est arrivé un dimanche matin, après avoir terminé un long service de 6 heures qui avait commencé avant le lever du soleil. Je travaille dans le bâtiment, et cette journée avait été rude. J'avais mal aux épaules, mon dos était tendu, et tout ce que je voulais, c'était une douche, un peu de sommeil, et peut-être les restes de bœuf bourguignon dans le frigo. Mais ma femme, Camille, n'arrêtait pas de m'envoyer des textos à propos de ce brunch avec ses amis. Le premier message est arrivé à 8 heures du matin. Puis un autre à 9h30, et un dernier à 10h45, juste 3 points d'interrogation. Je n'avais pas regardé mon téléphone de toute la matinée. J'étais sur le chantier et j'avais complètement oublié. Pourtant, je me suis traîné jusqu'au restaurant à 11h23, complètement à plat. Tout ce que je voulais, c'était du repos, mais j'y suis allé quand même. C'est ça, être marié, non? On se présente même quand on n'a pas l'énergie. Je suis passé à la maison, j'ai pris une douche rapide, j'ai enfilé un jean propre et une chemise, puis j'ai fait le trajet depuis la banlieue et jusqu'à Saint-Germain-des-Prés. J'ai trouvé une place de parking à 4 rue de là, typique pour le quartier un week-end. La marche m'a donné le temps d'entrer dans mon personnage, le mari prolo qui ne s'est jamais intégré à son cercle d'amis. Ses amis travaillaient dans le marketing, les relations publiques, l'immobilier, des métiers qui leur permettaient de bruncher le dimanche et de planifier des week-ends à Deauville. À une demi-rue de distance, je pouvais entendre leur rire. Fort, exagéré, du genre qui est fait pour être remarqué. J'aurais dû faire demi-tour à ce moment-là, mais je ne l'ai pas fait. La terrasse était bondée. Des coupes de champagne à chaque table. Des toasts à l'avocat et des œufs bénédicts qui coûtaient plus que ce que je gagnais en 2 heures. Le soleil tapait fort, et les gens avaient l'air de n'avoir nulle part où aller. Des couples prenaient des photos de leur nourriture. Des groupes de femmes avec des lunettes de soleil coûteuses. Le brunch parisien battait son plein. Camille était assise avec 4 amies à une table d'angle. Je les avais toutes déjà rencontrées. Elle ne s'est pas levée quand je suis arrivé. N'a pas souri ni fait de signe de la main. Elle a juste fait un geste nonchalant de la main vers le seul siège libre, comme si j'étais en retard à son événement, et non quelqu'un qui travaillait depuis l'aube. Je me suis assis sur la chaise supplémentaire, clairement ajoutée à la dernière minute, et j'ai à peine reçu un signe de tête de qui que ce soit. Elles étaient en pleine discussion sur un voyage entre filles à Mykonos, réservation de spa, option d'hôtel, louer une villa ou non, des choses qui coûtaient plus que ce que je gagnais en un mois. J'ai fait signe au serveur et j'ai demandé un café allongé. Pas de conversation légère, pas de « comment s'est passée ta journée ?» J'étais invisible. J'ai sorti mon téléphone, j'ai vérifié quelques textos professionnels, puis je les rangés. J'ai essayé de suivre la conversation. Plage privée et service VIP. Camille discutait avec enthousiasme, agitant les mains, renversant un peu sa coupe comme si elle passait le meilleur moment de sa vie. Finalement, une de ses amies, Chloé je crois, a regardé dans ma direction. Elle avait les cheveux blonds courts, travaillait dans un domaine lié à l'immobilier de luxe. Nous nous étions rencontrés de nombreuses fois mais n'avions jamais vraiment parlé. Alors, comment va le travail, demanda-t-elle, comme si elle ne s'en souciait pas vraiment. Avant que je puisse répondre, Camille est intervenue sans même me regarder. Il travaille tout le temps. Je vis pratiquement comme si j'étais célibataire, dit-elle en sirotant sa boisson. La table a éclaté de rire, toutes les 4, comme si elle venait de faire une blague intelligente. Mais ce n'était pas drôle. C'était un coup bas, se moquant du fait que je travaillais dur pour subvenir à notre vie, comme si mon travail était une sorte de défaut de caractère. Je ne supporterai pas ça, a dit l'une d'elles, des lunettes de soleil sur la tête et une coiffure du genre qu'il faut payer des centaines d'euros pour entretenir. Sérieusement, la vie est trop courte, a ajouté une autre en secouant la tête, comme si ma femme était une héroïne de me supporter. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste bu mon café. Je m'étais habitué à ça, à être le dindon de la farce. Le gars qui n'avait pas sa place. Le mari avec le mauvais travail, pas assez de statut, pas assez de style. Peu importe que je paye la plupart des factures, que je couvre généralement le prêt immobilier.
Ce n'était pas le genre de choses qu'elles abordaient pendant le brunch. Elles ont continué à discuter de boutiques dont je n'avais jamais entendu parler, de gens que je ne connaissais pas, de choses qui ne m'intéressaient pas. Les boissons continuaient d'arriver. Camille en était à sa 3e coupe de champagne avant même que la nourriture n'arrive. Avocats, pain sophistiqué qui coûtait beaucoup trop cher. Et quelque part entre leurs histoires et leurs rires, j'ai pris ma décision. 10 minutes après m'être assis, je me suis levé, j'ai laissé de l'argent pour le café et je suis parti. Je ne m'étais jamais senti aussi lucide et c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. Je n'avais pas commandé de nourriture. Quand la serveuse a apporté les assiettes, elle m'a regardé comme si elle s'attendait à ce que je demande quelque chose. J'ai juste secoué la tête. Je n'avais pas faim. Je voulais juste que ce brunch se termine pour pouvoir rentrer chez moi, peut-être dormir quelques heures avant qu'une autre longue semaine ne commence. La conversation à table se déroulait autour de moi comme si je n'étais même pas là. La voix de Camille devenait plus forte à chaque verre. Plus animée, plus fausse. Elle ne discutait plus seulement. Elle était en pleine représentation. Ses amis étaient son public, et elle donnait un spectacle. J'étais juste le personnage comique. Puis elle l'a dit. Elle s'est penchée en arrière, agitant sa coupe comme si elle était sur le point de faire une grande annonce. Sa voix a porté à travers la terrasse, assez fort pour que les tables voisines l'entendent. Honnêtement, je donne à ce mariage 6 mois de plus, grand maximum. Le rire a été instantané. Ses 4 amis ont éclaté de rire, fort et sans filtre, comme si elle avait raconté la blague la plus drôle qu'elles aient jamais entendue. Je sentais les gens des autres tables nous regarder, mais elle n'avait pas fini. Elle se nourrissait de l'attention. Soyons réalistes, a-t-elle dit avec un sourire en coin. Nous allons juste dans des directions différentes. Elle a dit ça comme s'il s'agissait d'une affaire qui ne fonctionnait pas, calme et amusée. Plus de rire, plus d'acclamations de soutien. Tu as été patiente assez longtemps, a dit l'une, secouant la tête comme si elle était désolée pour ma femme. Bien plus longtemps que je ne l'aurais été, a ajouté une autre en levant sa coupe dans une sorte de toast. Tu mérites tellement mieux, a dit une troisième en saisissant la main de ma femme avec une fausse sympathie. J'ai posé ma tasse de café avec précaution. Mes mains étaient stables, mais mon cœur battait assez fort pour que je le sente dans ma gorge. J'ai regardé autour de la table. Elles souriaient et hochaient toute la tête, leur visage rayonnant d'autosatisfaction. Camille était assise au milieu, absorbant leur attention, gesticulant comme si elle donnait un discours. Aucune d'entre elles ne m'a regardé. Je n'étais pas une personne à ce moment-là. J'étais une histoire, un personnage, la chute de la blague, l'homme qu'elle prévoyait apparemment de remplacer. Quelque chose a basculé dans ma tête alors. Pas de choc, juste de la clarté, comme si quelqu'un avait allumé les lumières. Ce n'était pas la première fois qu'elle disait des choses comme ça. Et à en juger par la rapidité avec laquelle elles ont ri et acquiescé, ce n'était pas la première fois qu'elle le leur disait. Elles avaient déjà entendu ça avant. Probablement de nombreuses fois. Je n'avais simplement jamais été là pour écouter. Pendant combien de brunchs, de dîners et de soirées entre filles avais-je été le sujet de conversation? Le mari travailleur mais ennuyeux, celui qui l'empêchait de vivre sa vraie vie, le gars qu'elle allait quitter dès qu'elle trouverait quelqu'un de mieux. Les rires se sont estompés. Le bruit autour de la table est tombé à un faible bourdonnement alors qu'elles sirotaient leur boisson. J'ai attendu le silence, puis j'ai parlé. Ma voix était calme, égale. 6 mois, 1. Elles se sont figées. Silence total. Le sourire de Camille est resté sur son visage, mais ses yeux se sont agrandis. Sa main tenant la coupe s'est arrêtée en l'air. Tu es généreuse, ai-je dit, toujours calme. Je lui donne 6 minutes. Pendant un instant, personne n'a bougé. Elle pensait que je plaisantais, que je participais simplement à la blague. Puis j'ai tendu la main vers mon alliance. Elle a glissé facilement. Trop facilement. J'avais perdu du poids récemment sans m'en rendre compte. Probablement à cause des longues heures de travail pendant qu'elle sortait dans des endroits comme celui-ci, à parler de son malheur. J'ai posé l'alliance au milieu de la table. Elle a heurté le bois avec un petit son sec qui a, d'une manière ou d'une autre, réussi à percer tous les autres bruits. Puis je me suis levé. La chaise a raclé le sol de la terrasse, un son fort et dur. Personne ne parlait toujours. Le silence était absolu. Je pouvais entendre le cliquetis des couverts des autres tables, un téléphone sonnait quelque part,
des voitures passaient sur le boulevard Saint-Germain. Mais à notre table, rien. Personne ne m'a regardé. J'ai croisé le regard de chacune de ses amies, une par une. Chacune d'entre elles a détourné les yeux. Puis j'ai regardé ma femme. Son visage était devenu pâle, puis rouge, marbré et inégal. « Profitez bien de votre brunch », ai-je dit doucement. Elle a cligné des yeux, stupéfaite. « Quoi ?» Sa voix s'est brisée. « Chérie, je plaisantais. » Elle a tendu la main vers moi par-dessus la table, manquant de renverser un verre d'eau. J'ai reculé, hors de portée. C'était juste une discussion entre filles, a-t-elle dit, désespérée maintenant. Ne sois pas si dramatique. J'ai jeté un dernier regard à la table. Ses amies étaient soudainement silencieuses, fixant leurs assiettes et leur nourriture à moitié mangée. Le groupe confiant et rieur d'il y a une minute avait disparu. Maintenant, elles avaient juste l'air embarrassées, comme si elles souhaitaient être n'importe où sauf ici. 6 mois, c'est gentil, ai-je dit, toujours calme, bien que ma voix ne semble plus être la mienne. 6 minutes, c'est la réalité. L'alliance est payée. Garde-la ou vends-la. Je m'en fiche. J'en ai fini. Puis je me suis levé et je suis sorti. Sans me presser, sans claquer les chaises, sans faire de scène. Juste en marchant, d'un pas sûr et silencieux. Je suis passé devant les tables, à travers le brouhaha des autres clients, qui commençaient à remarquer. J'ai entendu ma femme appeler mon nom une fois, d'une voix sèche et désespérée. Une chaise a raclé alors qu'elle se levait rapidement. Les gens me regardaient maintenant, mais je n'ai pas regardé en arrière. J'ai continué à passer devant le pupitre d'accueil, par la porte d'entrée, et je suis sorti à la lumière du soleil. Le soleil de Paris frappait fort, brillant et chaud. J'ai mis mes lunettes de soleil et j'ai commencé à marcher vers mon camion, garé à 4 rues de là. Mon rythme était normal. Ni rapide, ni lent, juste régulier, comme si j'avais un endroit où aller. Comme si c'était un dimanche comme les autres, pas le jour où j'avais mis fin à mon mariage dans un restaurant bondé. Derrière moi, j'ai entendu la porte s'ouvrir. Sa voix à nouveau, appelant mon nom, plus fort cette fois. Paniqué. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas ralenti. Après une demi-rue, je ne l'entendais plus. Peut-être qu'elle avait arrêté de me suivre. Peut-être que le bruit de la circulation l'avait couverte. Quoi qu'il en soit, je m'en fichais. Mon camion était exactement là où je l'avais laissé, sous un arbre dans une rue calme. Je suis monté, j'ai verrouillé les portes et je suis resté assis là, agrippant le volant. C'est là que les tremblements ont commencé. Mes mains tremblaient fort. L'adrénaline que j'avais retenue m'a frappé d'un seul coup. Le cœur battant, la poitrine serrée, la respiration courte. Je me suis forcé à respirer lentement. Inspirer par le nez, compter jusqu'à 4. Expirer par la bouche, compter jusqu'à 4. Quelque chose que j'avais appris des années auparavant dans un cours de gestion du stress au travail. Ça a un peu aidé. Quelques minutes ont passé. Mon téléphone a commencé à vibrer. Son nom s'est allumé sur l'écran. J'ai refusé l'appel et j'ai fixé le téléphone dans ma main. Je ne pouvais pas rester là. Elle connaissait mon camion, savait à peu près où je m'étais garé. Elle pourrait venir me chercher. J'ai démarré le moteur et j'ai conduit. Nulle part en particulier, juste loin. J'ai fini sur le parking d'un carrefour à quelques kilomètres de là. Garé dans un coin reculé, loin de tout le monde. J'ai éteint le moteur et je suis resté assis en silence. Le téléphone n'arrêtait pas vibrement après vibrement, vibration après vibration. J'ai finalement regardé. 8 messages. Où es-tu allé? Reviens tout de suite. C'est ridicule. Tu me mets dans l'embarras. S'il te plaît, est-ce qu'on peut juste parler? Réponds-moi. Les textos continuaient d'arriver, l'un après l'autre. Puis les appels ont recommencé. J'ai laissé le premier sonner jusqu'au bout, j'ai regardé son nom clignoter jusqu'à ce que ça bascule sur la messagerie vocale. Puis un autre appel, puis un autre. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Finalement, un nouveau texto est apparu. S'il te plaît, est-ce qu'on peut juste parler? J'ai fixé celui-là pendant un moment. Le « s'il te plaît » en minuscule le faisait paraître pressé, tremblant, comme si elle l'avait tapé en pleurant. Je pouvais l'imaginer assise là, seule maintenant, ses amis partis, le mascara coulant, le visage rouge,
laissé avec l'addition et le silence. J'ai tapé une courte réponse, il n'y a plus rien à dire, puis j'ai appuyé sur envoyer. Presque instantanément, le téléphone a de nouveau sonné. Elle devait fixer son écran, à attendre. J'ai hésité. Puis, contre toute attente, j'ai répondu. Où es-tu? Sa voix était épaisse de larmes. Je pouvais entendre des voitures et le bruit de la circulation en arrière-plan. Elle était probablement encore près du restaurant. Tu ne peux pas être sérieux. Tout le monde me regarde. Tu viens de m'humilier. Ce n'est plus mon problème, ai-je dit. Ma voix était plate, froide, presque creuse. Tu jettes vraiment notre mariage en l'air pour une seule blague stupide. C'est toi qui l'as jeté en l'air, ai-je dit doucement. Je l'ai juste officialisé. J'ai arrêté de faire semblant. Où es-tu? Demanda-t-elle à nouveau, la voix brisée. S'il te plaît, reviens. On peut parler. On peut arranger ça. Peu importe où je suis, ai-je dit. Je passerai demain pour mes affaires. Il y eut une pause, puis un cri étranglé, paniqué. Quoi? Non, tu ne peux pas juste. J'ai raccroché, j'ai fixé le téléphone dans ma main un instant, la durée de l'appel sur l'écran. Puis j'ai bloqué son numéro. L'écran a affiché la confirmation, ce contact a été bloqué. J'ai posé le téléphone sur le siège passager et j'ai appuyé ma tête contre l'appui-tête. Je suis resté là, sur ce parking de Carrefour, pendant encore 10 minutes, juste à respirer, juste à exister, essayant de traiter ce que je venais de faire, ce qui venait de se passer. Mon mariage était terminé. 5 ans ensemble, fini en 6 minutes à une table de brunch, exactement comme je l'avais dit. Finalement, j'ai redémarré le camion et j'ai conduit, les mains tremblant encore légèrement. Pas à la maison. Je ne pouvais pas affronter cette maison maintenant. Toutes ces affaires partout. Les photos sur les murs, les meubles que nous avions choisis ensemble, la vie que nous avions construite et qu'apparemment, elle prévoyait de démolir depuis des mois sans me le dire. J'ai conduit jusqu'à Vincennes à la place, à l'appartement de Julien de l'autre côté de la ville. Julien et moi nous connaissions depuis le lycée, nous avions joué dans la même équipe de foot en seconde, et nous étions restés amis après le bac. C'était un de ces gars qui était juste solide, fiable, stable, qui ne parlait pas beaucoup, mais qui était toujours là quand on avait besoin de lui, sans poser de questions. J'ai frappé à sa porte vers 13h. J'entendais la télévision à l'intérieur. Bruit de foule et commentateurs. Football, bien sûr. C'était dimanche. Il a ouvert la porte en tenant une bière, portant un maillot du Paris Saint-Germain et un pantalon de jogging. Il a jeté un coup d'œil à mon visage et s'est écarté sans un mot, sans demander ce qui n'allait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? A-t-il demandé une fois que j'étais à l'intérieur et que la porte était fermée. J'ai besoin d'un canapé pour quelques jours, ai-je dit. Peut-être plus longtemps. Pas de problème, mec. Il a montré le réfrigérateur. Prends une bière si tu veux. C'est ce que j'ai fait. Nous sommes retournés dans le salon. Julien a mis la télévision en sourdine mais l'a laissée allumée, le match se jouant en silence. Je me suis effondré sur son canapé, qui était vieux et confortable et sentait la pizza, la bière et la vie de célibataire. Des choses normales. L'appartement était petit mais propre. Une chambre, suffisant pour une personne vivant seule. Nous avons regardé le match pendant un moment sans parler, sans rien dire. Julien savait quand insister et quand laisser les choses se faire. Quand quelqu'un avait besoin de parler et quand il avait besoin de silence. C'était une situation où il fallait laisser les choses se faire, et il le savait. Vers 18h, pendant une pause publicitaire, il a sorti son téléphone et a commandé une pizza à la pizzeria du coin. 2 grandes pizzas, reine et 4 fromages. La pizza est arrivée pendant la seconde mi-temps. Nous avons mangé dans un silence confortable, assis sur son canapé, regardant des hommes en maillot courir après un ballon à l'écran. Finalement, à la mi-temps, Julien a complètement coupé le son de la télévision et m'a regardé. « Tu veux en parler ?» a-t-il demandé. Je lui ai donné la version courte, les faits de base, le brunch avec ses amis, la blague sur les 6 mois, ses amis qui riaient toutes, l'alliance sur la table, ma sortie, le blocage de son numéro. Julien est resté silencieux un moment, en train de traiter l'information. Il a pris une longue gorgée de sa bière, l'a posée délibérément sur la table basse. Elle a dit ça en public, avec des témoins, au milieu d'un restaurant plein de gens. J'ai hoché la tête.
Et ses amies étaient là. Elles ont tout entendu. Elles riaient toutes de toi. Comme si c'était la chose la plus drôle qu'elles aient jamais entendue. Comme si j'étais un numéro comique, ai-je dit. Julien a secoué la tête slowly. Bon débarras, mec. Tu as fait ce qu'il fallait. La seule chose que tu pouvais faire, en fait. Cette nuit-là, j'ai fait l'erreur de vérifier mon téléphone avant d'essayer de dormir. 34 appels manqués, 52 messages textes, tous de Camille utilisant les téléphones de ses amis après que j'ai bloqué son numéro. Elle était devenue créative, désespérée. Je pouvais dire quel numéro appartenait à quel ami en fonction du ton des messages, du style d'écriture. Certains étaient en colère, accusateurs. Certains étaient suppliants, désespérés. Certains essayaient de paraître raisonnables et logiques, comme s'ils étaient la voix de la raison. L'un venait de Chloé. C'était dur et déplacé. Elle se défoulait juste entre amis. Tout le monde fait ça. Tu es complètement déraisonnable. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai juste fait défiler lentement, lisant chacun attentivement, me sentant plus certain à chaque message que j'avais fait le bon choix. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était même pas du respect de base. C'était quelqu'un qui paniquait parce que son plan lui avait explosé à la figure de façon spectaculaire. J'ai éteint complètement mon téléphone. L'écran est devenu noir. Je me suis allongé sur le canapé de Julien avec une couverture qu'il m'avait donnée et j'ai fixé le plafond dans le noir. J'ai essayé de dormir. Ça n'a pas bien fonctionné. Mon esprit n'arrêtait pas de rejouer le moment, bloqué en boucle, sa voix disant « Je donne à ce mariage 6 mois de plus, grand maximum », le rire qui a suivi, la façon dont aucune d'entre elles ne m'avait regardé, comme si je n'étais même pas humain. J'ai dû m'endormir à un moment donné car je me suis réveillé avec la lumière du soleil entrant par les fenêtres de Julien et mon téléphone qui vibrait. Je l'avais rallumé à un moment de la nuit sans vraiment y penser. Un réflexe. 6h47 du matin. Un texto d'un numéro inconnu que je ne reconnaissais pas, c'est Sophie, d'hier. On peut parler ? C'est important. Sophie. J'ai dû réfléchir une seconde, mon cerveau embrumé. Puis je me suis souvenu de la femme silencieuse du brunch. Elle était assise au bout de la table, n'avait presque rien dit de tout le temps où nous étions là. Elle avait juste écouté pendant que les autres parlaient, riaient, buvaient et jugeaient. J'ai hésité, j'ai montré le texto à Julien quand il est sorti de sa chambre, les cheveux en bataille, en caleçon et avec un vieux t-shirt troué. Il l'a lu, a haussé les épaules. Ça vaut peut-être le coup d'entendre ce qu'elle a à dire. Ça pourrait être une information utile pour la suite. J'ai répondu par texto, à quel sujet ? La réponse a été immédiate, comme si elle attendait. Pas par texto. Café. 8h du matin dans un café sur le boulevard de Grenelle. J'ai accepté. Je me suis préparé dans la salle de bain de Julien. J'ai emprunté une chemise propre car je n'avais aucune de mes affaires avec moi. J'ai conduit jusqu'au café et je suis arrivé 10 minutes en avance. Une énergie nerveuse. J'ai commandé un café noir et je me suis assis à une table d'angle d'où je pouvais voir la porte. Sophie est arrivée pile à 8h, exactement à l'heure. Elle avait l'air différente de celle du brunch. Complètement différente. Moins apprêtée, moins soignée, les cheveux attachés en une simple queue de cheval, pas de maquillage du tout, un jean et un sweatshirt. Elle avait l'air de ne pas avoir beaucoup dormi non plus, des cernes sous les yeux. Elle s'est assise en face de moi sans commander quoi que ce soit, sans même regarder le comptoir, a joint ses mains sur la table et m'a regardé droit dans les yeux. « Je n'ai pas pu dormir cette nuit », a-t-elle dit. « Ce qui s'est passé hier. Tu dois savoir quelque chose. » Plusieurs choses, en fait. Des choses importantes. J'ai attendu, j'ai pris une gorgée de mon café. Je l'ai laissé parler. Ce n'était pas la première fois qu'elle disait des choses comme ça sur toi, a dit Sophie. Sa voix était basse mais ferme, contrôlée. Elle parle de divorce depuis des mois maintenant. Depuis avril, au moins, peut-être plus longtemps. Je ne sais pas exactement quand ça a commencé. Depuis des mois. Mon estomac s'est glacé. C'est noué. Comment sais-tu ça ? Elle nous l'a dit. À tout le groupe d'amis. Elle a consulté un avocat, demandé des conseils. Elle nous a tout raconté, chaque détail. Les mains de Sophie étaient serrées l'une contre l'autre, les jointures blanches. Elle a dit qu'elle avait une stratégie, un plan.
qu'elle voulait que ce soit toi qui mettes fin à la relation, que tu partes le premier. Elle a dit que ça aiderait son cas au tribunal si ça en arrivait là. J'ai posé mon café, les mains soudainement tremblantes. Aider son cas comment? Si tu partais le premier, si c'était toi qui sortais, elle pourrait invoquer l'abandon du domicile conjugal dans le divorce. Te faire passer pour le méchant, celui qui a abandonné. Elle avait tout planifié, chaque étape. Sophie a sorti son téléphone de son sac. Elle nous raconte des choses sur toi depuis des semaines, des mois, en fait. Que tu étais contrôlant, que tu la privais financièrement, que tu étais distant et froid émotionnellement, te faisant passer pour un terrible personnage, une sorte de monstre. Mais mon mari, lui, te connaît. Pas bien, mais il connaît des gens qui te connaissent par des relations de travail, des amis communs, ce genre de choses. Et tout ce qu'elle décrivait ne correspondait pas du tout à ce qu'il avait entendu sur toi de la part des autres. Alors hier soir, après ce qui s'est passé au brunch, je lui ai posé la question directement. Il a dit que tu n'étais en rien comme ce qu'elle nous décrivait. Il a dit que tu étais un type bien, travailleur, fiable, solide. Elle a tourné son téléphone pour que je puisse voir l'écran clairement. Hier, quand tu as laissé cette alliance sur la table et que tu es juste parti sans regarder en arrière, quelque chose a fait tilt pour moi. Il a fallu un vrai courage, une vraie force, et elle ne s'y attendait pas du tout. Elle pensait que tu allais simplement encaisser comme toujours. C'est ce qu'elle nous a dit spécifiquement, que tu étais prévisible, que tu ne partirais jamais vraiment, peu importe ce qu'elle disait ou faisait. J'ai regardé l'écran du téléphone, des captures d'écran de messages textes, une conversation de groupe dont je ne faisais pas partie. J'ai reconnu le numéro de Camille en haut de certains messages et j'ai commencé à lire. La planification de la stratégie de sortie, en détail, la discussion sur quel ami avocat utiliser, les conversations sur la division des biens, qui obtiendrait quoi, les rires sur le fait de jouer le jeu sur le long terme, d'être patiente, les blagues à mes dépens. Un message m'a fait serrer la mâchoire involontairement, il est si prévisible, il va probablement juste encaisser et même pas se battre. Le temps qu'il réalise ce qui se passe, il sera trop tard. Ça va être facile. Pourquoi me montres-tu ça? Ai-je demandé en relevant les yeux de l'écran. Pourquoi m'aider? Sophie a repris son téléphone et a commencé à envoyer les captures d'écran à mon numéro, une par une. Mon mari a vécu quelque chose de presque identique à ça il y a 5 ans. Son ex-femme a essayé exactement la même stratégie, la même manipulation. Ça l'a presque détruit financièrement et émotionnellement. Il a mis des années à s'en remettre. J'étais malade de voir ça recommencer avec quelqu'un d'autre. Tu mérites de savoir à quoi tu avais vraiment affaire, ce à quoi tu faisais face. Mon téléphone a vibré à chaque capture d'écran reçue. C'est au total, chacune pire que la précédente. Elle va essayer de te faire passer pour le méchant maintenant, a dit Sophie. Elle va dire à tout le monde que tu l'as abandonné, que tu as été cruel, que tu es parti sans avertissement ni raison. Elle a probablement déjà commencé. J'ai vu les messages dans le groupe de discussion hier soir après être rentré. Elle est déjà en train de déformer l'histoire, de se faire passer pour la victime. J'ai hoché la tête lentement, traitant toutes ces informations. Es-tu prête à témoigner si ça devient moche? Si ça va au tribunal? Oui, a dit Sophie sans hésitation, sans même prendre le temps de réfléchir. Ce qu'elle fait est mal. C'est manipulateur et calculé, et je ne veux rien avoir à faire avec ça. Je témoignerai de tout. Ça ne va pas gâcher ton amitié avec elle? Avec tout le groupe? Sophie a souri, mais c'était un sourire triste, amer. J'ai déjà quitté la conversation de groupe hier soir. Je leur ai dit exactement pourquoi. J'en ai fini avec ces gens. Mon mari a raison. Ce n'est pas le genre d'amis que je veux avoir. Nous avons parlé quelques minutes de plus, échangé nos numéros directs. Elle m'a dit d'appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit, d'une information, d'un témoignage pour le tribunal. Puis elle est partie pour rentrer chez elle, retrouver sa famille. Je suis resté assis dans le café un peu plus longtemps, fixant mon téléphone, les captures d'écran, les preuves de la trahison calculée de ma femme étalées en noir et blanc. Ce n'était pas juste une blague stupide à un brunch qui avait mal tourné. C'était une partie d'un plan. Un plan long, méthodique, soigneusement réfléchi pour sortir du mariage selon ses conditions, avec l'avantage financier, avec la sympathie sociale, en me faisant passer pour le méchant pendant qu'elle jouait la victime. Eh bien, ce plan était mort maintenant. Complètement mort.
L'après-midi, j'étais assis dans un cabinet d'avocat du 8e arrondissement, avec des meubles chers et des diplômes au mur. Julien m'avait recommandé l'avocate de sa cousine. Les honoraires de consultation étaient élevés, m'ont fait grimacer, mais chaque euro en valait la peine. L'avocate était une femme plus âgée nommée Maître Dubois. Directe, très professionnelle. Elle a examiné les captures d'écran sur mon téléphone avec une expression complètement neutre, comme si elle avait vu ça 1000 fois auparavant. « Vous avez quitté la relation publiquement et de manière décisive », a-t-elle dit finalement. Elle planifiait cela depuis des mois d'après ces messages. « C'est en fait très bon pour vous, croyez-le ou non. » Elle a expliqué la stratégie en détail. Lancez la procédure immédiatement, demain si possible. Ne pas attendre qu'elle fasse le premier pas. Demander la séparation des biens en se basant sur les preuves de manipulation préméditée. Divorce pour faute, mais les preuves me protègent de toute fausse accusation qu'elle pourrait faire. Elle voulait vous faire passer pour le méchant, a dit Maître Dubois en se penchant en arrière dans son fauteuil. Au lieu de ça, vous avez l'air de quelqu'un qui en a eu assez et qui s'est défendu. Une grande différence au tribunal. Une très grande différence. Le délai était de 4 à 6 mois pour la finalisation, en supposant qu'elle ne se batte pas trop. Maître Dubois s'occuperait de toutes les communications à l'avenir. Je devais bloquer tout contact avec Camille complètement et laisser l'avocate s'occuper d'elle et de son avocat. J'ai quitté le bureau en me sentant étrange, plus léger peut-être, ou juste engourdi. Difficile de dire lequel. Le même après-midi, j'ai ouvert un compte bancaire séparé dans une autre banque, j'ai changé mon virement automatique auprès des ressources humaines au travail, et j'ai pris une boîte postale pour le courrier afin qu'elle ne puisse rien intercepter. Le mardi matin, Camille a reçu les papiers du divorce par un huissier de justice professionnel. Le téléphone de Julien a commencé à sonner le mardi après-midi, Camille essayant de me joindre par son intermédiaire maintenant. « S'il te plaît, dis-lui juste de me parler », l'ai-je entendu dire via le haut-parleur de Julien quand il a répondu pour que je puisse entendre. Julien m'a regardé. J'ai secoué la tête fermement. « Il n'a rien à te dire », lui a dit Julien avant de raccrocher avant qu'elle ne puisse répondre. Mercredi soir, je suis allé chercher mes affaires à la maison. Maître Dubois avait arrangé cela officiellement, fixé l'heure. J'ai emmené Julien pour me soutenir et j'ai demandé une présence policière par précaution. Je n'étais pas sûr de sa réaction. La voiture de Camille était dans l'allée quand nous sommes arrivés. Elle a ouvert la porte avant même que je puisse frapper. Elle avait l'air épuisée, détruite, sans maquillage, en pantalon de jogging, les cheveux en chignon désordonnés. Complètement différente de la femme soignée du brunch quelques jours auparavant. « Est-ce qu'on peut s'il te plaît juste » a-t-elle commencé, la voix brisée. L'officier avec nous l'a interrompu fermement. « Madame, il est ici pour récupérer ses affaires comme convenu. Veuillez le laisser faire. » Il a fallu 40 minutes pour tout prendre. Vêtements du placard, ordinateur portable et chargeur, articles personnels de la salle de bain, outils du garage qui étaient à moi. Julien m'a aidé à tout charger dans son camion, faisant des allers-retours. Camille est restée dans l'embrasure de la porte tout le temps, pleurant, le mascara coulant sur son visage. Quand je suis passé devant elle pour la dernière fois, le dernier voyage terminé, elle a attrapé mon bras désespérément. « Je ne pensais rien de tout ça », a-t-elle dit, la voix suppliante. « Je me la jouais juste pour elle, s'il te plaît. » Je l'ai regardée directement pour la première fois. « Alors tu leur as montré exactement qui tu es vraiment. » Je suis monté dans le camion, je n'ai pas regardé en arrière alors que nous partions. 2 semaines plus tard, Sophie m'a envoyé un texto inattendu pour me donner des nouvelles. Le groupe du brunch s'était complètement dissous après qu'elle ait parlé aux autres des captures d'écran et de la planification, leur montrant tout. 3 des 4 amis s'étaient immédiatement distancés de Camille. Seule Chloé était restée loyale. Camille avait essayé d'organiser une soirée vin à la maison pour arranger les choses. Seule Chloé s'était présentée. Je n'ai ressenti aucune satisfaction en entendant cela. Juste du vide, rien. Julien m'a donné d'autres nouvelles par son réseau d'amis et de connaissances. Camille avait emménagé chez ses parents, dans leur chambre d'amis. Elle avait récemment perdu son emploi, quelque chose qu'elle ne m'avait apparemment jamais dit. Cela expliquait en partie pourquoi le divorce avait été planifié si soigneusement. Elle voulait sécuriser des biens avant que quiconque ne découvre son chômage. La dette de carte de crédit était également plus élevée que je ne le savais. Beaucoup plus élevée. Elle avait caché beaucoup de choses, accumulé les mensonges.
Elle allait te balancer tout ça au tribunal, a dit Julien. Te rendre responsable de ses dettes, de sa perte d'emploi, de tout. Les preuves de Sophie ont mis fin à cette stratégie complètement. Un mois après le brunch, j'ai quitté l'appartement de Julien pour un studio près du canal Saint-Martin. Petit, propre, abordable, à 20 minutes du travail. Je prenais des heures supplémentaires quand on m'en proposait. J'économisais agressivement. Ma routine est devenue simple. Travail, salle de sport, maison, sommeil. Propre, calme, paisible. Ce qui était étrange, c'était la paix que je ressentais. Je n'avais pas réalisé à quel point le mariage avait été épuisant jusqu'à ce qu'il soit terminé. Jusqu'à ce que je sois parti. Camille a trouvé mon nouveau numéro d'une manière ou d'une autre, probablement par quelqu'un au travail. Un seul texto est apparu, je suis désolé. Est-ce qu'on peut juste parler, s'il te plaît? Tu me manques. J'ai bloqué le numéro immédiatement sans répondre. Une semaine plus tard, elle s'est présentée sur le parking de mon travail, assise dans sa voiture. J'ai vu sa voiture de l'autre côté du parking et j'ai appelé Maître Dubois avant même de m'approcher de mon camion ce soir-là. Mon avocate a envoyé une lettre de mise en demeure le lendemain. Après ça, plus de tentatives de contact à ma connaissance. 3 mois plus tard, Maître Dubois a appelé pour faire le point. Elle essaie de prétendre que vous l'avez abandonné financièrement. Les preuves prouvent complètement le contraire. Vous payez 70% des factures de manière constante. Vous étiez le principal soutien de famille. Sa perte d'emploi cachée prouve que c'était elle qui était trompeuse. Le juge n'est pas du tout impressionné par son dossier. Le règlement s'est conclu rapidement après ça. J'ai gardé mon camion, mes objets personnels, mon compte d'épargne. Elle a gardé l'appartement, bien qu'il y ait peu de valeur nette, et elle assumerait seule le paiement intégral du prêt. Elle a également assumé toutes ses dettes de carte de crédit. Toutes. Pas de prestations compensatoires, une rupture nette, c'était fini. Nous avons signé dans des pièces séparées au tribunal. Je ne l'ai jamais vue ce jour-là. Je n'ai jamais eu à lui faire face. 4 mois après le brunch, mon superviseur m'a pris à part au travail. Nous créons une nouvelle équipe, un nouveau poste, un poste de chef d'équipe. De meilleurs horaires, un salaire au lieu d'un taux horaire. Ça t'intéresse? Je pense que tu serais bon pour ça. Oui, ai-je dit. Absolument intéressé. La promotion a été officielle 2 semaines plus tard. La première chose que j'ai faite avec l'augmentation a été de déménager dans un meilleur appartement au Batignolles. 2 pièces, une vraie chambre, un petit balcon, le premier endroit qui me semblait complètement à moi. Un samedi matin, je faisais mes courses au Monoprix quand j'ai croisé quelqu'un du travail, Léa. Je l'avais vue au centre de distribution, mais nous n'avions jamais vraiment parlé au-delà des salutations de base. Elle était dans le rayon des fruits et légumes avec une amie, riant du prix des avocats. Elle m'a reconnu et a souri. « Et, tu travailles à la distribution, n'est-ce pas? Je t'ai déjà vu. » Nous avons parlé, de manière décontractée, amicale, facile. Elle était drôle, avait un sourire facile, chaleureuse, ne posait pas de questions indiscrètes sur ma vie personnelle. Son ami a trouvé une excuse évidente pour partir pour nous laisser de l'espace. Un coup monté très évident que nous avons tous les deux remarqué. Léa m'a regardé. C'est un peu direct, mais tu veux prendre un café après qu'on ait payé? Il y a un endroit juste à côté, sur la même place. J'ai été surpris mais j'ai dit, oui, bien sûr. Ce serait bien. J'aimerais bien. Nous avons parlé pendant 1 heure au café, de travail, de rien d'important, de livres, de films et de musique. Elle n'a pas posé de questions sur mon divorce, bien qu'elle soit clairement au courant. Tout le monde au travail l'était, apparemment. Je n'ai pas offert de détails. La conversation s'est déroulée naturellement, facilement. Confortable d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Quand nous sommes partis, elle a dit, c'était vraiment sympa. On recommence? Peut-être un dîner la prochaine fois. Certainement, ai-je dit, et je le pensais. Au cours des semaines suivantes, nous nous sommes vus de manière décontractée, fréquemment. Dîner au restaurant, cinéma, promenade au parc des Buttes-Chaumont le week-end. C'était facile d'être avec Léa, relaxant, sans drame, sans jeu, sans test, juste honnête et direct. Un soir, dans son appartement, elle a demandé, « Tu vas bien ?» Genre, vraiment bien. J'y ai réfléchi,
j'ai vraiment considéré la question. J'y arrive. Certains jours sont meilleurs que d'autres. Je suis encore en train de tout digérer. C'est juste et compréhensible, a-t-elle dit. Prends ton temps. Je ne vais nulle part. Pas de pression. C'était différent d'avant, de mon mariage. Un partenariat, pas une performance. Égalitaire, pas conflictuel. 6 mois après le brunch, j'ai croisé Sophie chez Carrefour. Elle faisait ses courses avec ses enfants, 2 jeunes garçons qui couraient partout. Elle a souri sincèrement quand elle m'a vu. « Et, comment vas-tu ? Tu as l'air en forme. » Nous avons parlé brièvement. Elle m'a dit que les choses allaient bien dans sa vie. Son mari avait eu une promotion à son travail. Les enfants commençaient une nouvelle année scolaire, s'adaptaient bien. J'ai entendu dire que les choses vont bien pour toi aussi, a dit Sophie. Nouveau travail, nouvel appartement. Je suis vraiment contente. Tu mérites de bonnes choses. Merci pour ce que tu as fait, lui ai-je dit. Sérieusement. Ça a vraiment tout changé. Ça m'a sauvé. J'ai juste fait ce qui était juste, a-t-elle dit. D'ailleurs, ce n'est pas quelqu'un que je veux dans ma vie de toute façon. Ni ces autres femmes. Avant de nous séparer, Sophie m'a regardé attentivement. Tu as l'air bien. Jean, sincèrement heureux, en paix. J'ai réalisé que c'était vrai. Je l'étais. Un soir, autour de bière, Julien a mentionné qu'il avait entendu par le bouche à oreille des nouvelles de mon ex-femme. Elle vivait toujours chez ses parents, travaillait à temps partiel dans un magasin, était sortie brièvement avec quelqu'un, mais ça n'avait pas marché. Ça s'était terminé rapidement. Elle publiait toujours des récits de victimes en ligne, mais moins de gens interagissaient, moins de commentaires et de j'aime. Tu t'en fiches complètement, n'est-ce pas, a demandé Julien en étudiant mon visage. Pas le moins du monde, ai-je dit honnêtement. Et je le pensais complètement. 7 mois après ce brunch du dimanche, j'étais dans mon appartement avec Léa. Nous préparions le dîner ensemble, une routine facile du dimanche soir que nous avions naturellement adoptée. Elle coupait des légumes au comptoir pendant que je remuais la sauce pour pâtes sur la cuisinière, ajoutant des herbes. Tu penses parfois à ce jour-là ? A-t-elle demandé. Le brunch où tout s'est terminé ? Parfois, ai-je admis. Pas autant qu'avant, cependant. De moins en moins. J'ai fait une pause, goûtant la sauce. En fait, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Ça semble bizarre, mais c'est vrai. Comment ça ? Ça m'a forcé à arrêter d'accepter moins que ce que je méritais. À arrêter de trouver des excuses pour quelqu'un qui ne me respectait pas. À me choisir enfin, pour une fois. Léa a souri et a repris sa découpe. Nous avons travaillé dans un silence confortable pendant un moment, juste en étant ensemble. Plus tard, nous avons dîné sur mon balcon, les lumières de la ville visibles au loin, scintillantes. La conversation coulait facilement, sur tout et sur rien. Un silence confortable entre les sujets. Léa a ri à quelque chose que j'ai dit. J'ai réalisé que c'était ce que ça devait être. Confortable, honnête, présent. Pas de performance, pas de jugement, pas de compte à tenir, juste 2 personnes construisant quelque chose de réel ensemble. Mon téléphone a vibré avec un courriel du travail concernant l'horaire de lundi. Des trucs de boulot, a demandé Léa. Oui, rien d'urgent. Ça peut attendre. J'ai posé le téléphone et j'ai reporté mon attention sur le moment, sur elle. Demain, j'irai à un travail que j'avais gagné par mon dur labeur. Je rentrerai dans un endroit que j'avais construit moi-même. Peut-être que je verrai Léa, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, j'irai bien. Je serai bien parce que j'avais appris quelque chose de crucial à travers tout ça. On ne peut pas construire un avenir avec quelqu'un qui planifie secrètement votre départ. On ne peut pas forcer quelqu'un à vous respecter par l'amour. Et on ne peut pas gagner un jeu dont on ignorait même y participer. Mais on peut s'en aller, recommencer, construire quelque chose de mieux. Pas par colère, pas par vengeance, juste dans la certitude tranquille qu'on méritait mieux que ce qu'on avait. Et ensuite, on construit cette vie meilleure, un jour à la fois, un choix à la fois. C'est exactement ce que j'ai fait.